Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette énième webconférence. On est à presque 10 ans, Patrick et Denis. Merci de votre présence et de votre fidélité. On vous rapporte ce soir les communications qui nous ont intéressés au congrès de l'ASLD à Washington cette année. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser des questions par chat. N'hésitez pas, on va y répondre en direct et on va essayer de le faire au fur et à mesure du déroulé du programme, qui inclura du virus C, du virus B, de la cholestase, du carcinome hépatocellulaire, un petit peu de transplantation, en gardant à l'esprit pour la sélection de ce qu'on a fait tous ensemble. Et je vous remercie encore parce que ça, on l'a fait rapidement, puisque le congrès s'est terminé il y a 10 jours aux États-Unis, en gardant à l'esprit donc, le caractère utile et pratique, ou en tout cas informatif des communications qu'on a sélectionnées. Donc vous avez eu les minutes de la SLD en direct, pour des messages très brefs qu'on va essayer de développer pour certains ici. Et je vais sans attendre passer la parole à Denis qui commence à nous parler, tradition oblige, par du virus C. À toi, Denis. Et encore du virus C alors, Denis? Encore, et peut-être pas pour très longtemps, pour les années à venir, mais il y a eu pas mal de communications sur l'hépatite C, et notamment maintenant sur le dépistage qui reste maintenant crucial pour essayer d'aboutir à l'éradication de cette infection et égard aux médicaments dont on dispose. Donc le dépistage, j'en fais une première diapo intéressante parce qu'on a un peu oublié le dépistage à l'accès de soins dans les services. Et là, c'est un service d'onco-hématologie et pendant 10 ans, 13 000 malades ont été dépistés pour le VHC et la prévalence était de 2%. Prévalence supérieure à la population. Alors c'est important, c'est une population d'hémato-oncologie. C'est sûr qu'il faut faire en même temps que le VHC, le VHB, le VIH et le VHB pour les problèmes de réactivation virale. 2% c'était important et le message important de ce travail c'était que seulement 17% des patients avaient un facteur de risque et 83% étaient sans facteur de risque. Donc le dépistage universel se trouve ainsi confirmé et je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde de dépistage universel, de dépistage ciblé ayant montré ses limites. Il faut dépister mais il y a encore des freins. Alors, il y a des freins au dépistage. Alors, cette étude essaie de montrer les freins. Et ce qui était important, c'est plus finalement, elle a montré les freins vis-à-vis des médecins, mais aussi des patients. C'est la première qui met en exergue les freins des patients. Alors déjà, des freins au traitement. Dans ce travail, et moi je trouve logique que les médecins, c'était 203 dictologues répartis aux États-Unis, en Europe, il y avait un nombre incroyable de centres qui estimaient que 58% de leurs patients devaient être stables pour une consommation OH avant de recevoir un traitement. Moi, je trouve pas ça illogique. Je trouve qu'il faut quand même arriver à stabiliser les patients avant de déclencher un traitement. Ça me choque pas, même si, bien sûr, la poursuite d'une addiction n'est pas une contre-indication au traitement, mais les stabiliser autant que faire se peut. Et c'est pareil aussi pour la substitution, malade stable sous substitution orale, 52%. Moi, ça me paraît tout à fait logique. Et la chose importante de ce travail, c'était en fait du côté patient. C'est qu'on a beaucoup vu les difficultés des médecins, mais les patients qui ne viennent pas au rendez-vous, mais substitués, qui maîtrisent pas le système de santé. On oublie que pas mal d'usagers de drogue n'ont pas de couverture sociale. Ça pose un problème non négligeable. Peur des effets secondaires et patients non motivés pour être traités. Et je pense que là, c'est un travail un peu des associations qui pourraient aider dans cette œuvre. Ils l'ont très bien fait pour le VIH et je crois que ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est un frein qu'il faut considérer important. Les usagers de drogue, alors ce travail intéressant présentait cette équipe de Sulkowski qui avait montré qu'ils avaient 3 bras chez les patients usagers de drogue qui étaient co-infectés, un bras à soins habituels, un bras à soins habituels plus incitation financière pour une totalité de $200 pour la totalité du traitement, et un bras soins habituels plus pair. Et le pourcentage de patients qui ont débuté le traitement était plus important dans le bras pair. C'est-à-dire des gens qui viennent accompagnés par qui ont été substitués, qui ont été traités, qui font partie de l'équipe et qui encadrent ceux qui vont prendre un traitement. Et ça rejoint l'autre diapositive sur les freins liés aux patients. Je pense que ça pourrait aider les patients, les pairs pourraient les aider pour les traitements. Et c'est une piste à creuser pour pallier à ces freins.
Souvent, nos patients, on va leur dire, écoutez, diffusez l'information autour de vous. Vous avez vu que vous n'avez pas eu d'effets secondaires, que les traitements étaient efficaces. Diffusez cette information. Il y a beaucoup de patients qui ne viennent pas, qui ont une mauvaise expérience avec l'interféron et qui ne reviennent plus. C'est sûr, ça veut dire, à l'époque de l'interféron, on avait développé les groupes de parole. On peut aussi continuer dans cette voie. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de prendre témoignages de patients vis-à-vis d'autres pour les inciter, ceux qui ont vraiment peur de recevoir ces traitements. Mais la plus grande difficulté que j'ai eue finalement dans ces années de nouveaux traitements était que finalement quand un patient était à lésion légère et qu'on lui proposait un traitement alors qu'on n'avait pas traité et surveillé, c'était pour lui un peu comme une catastrophe. Il vivait ça très mal, tout comme il passait de la situation de malade, de non malade à malade. Et donc j'ai appris un peu ça à gérer, mais c'est vrai que le témoignage des patients est une grande aide pour nos patients. On est d'accord. Alors l'hépatite C en France, c'est juste pour rappeler qu'en 2011, on avait estimé à environ 200 000 le nombre de sujets virémiques en France, qu'il avait été estimé toujours par des estimations tout à fait indirectes qu'en 2014, il y avait 74 000 sujets qui n'étaient pas dépistés. Et je rappelle que le dépistage et l'éradication de l'infection AVHC passe par 3 préalables. Le dépistage ciblé vers les publics exposés dans la vue, usagers de drogue, patients en XAPA, prison, migrants. Et je rappelle aussi une petite population qu'on oublie, c'est ce que j'appelle les micro-XAPA. Il y a beaucoup de généralistes qui s'occupent de substitution, qui traitent les malades soit par Subutex, soit par méthadone pour leur substitution. Et ceux-là sont aussi, doivent être très sensibilisés, non seulement à faire du dépistage, mais à répéter le dépistage dans cette population tous les ans. Et j'ai vu récemment un patient que j'avais biopsié il y a 17 ans, qui me revenait en traitement après 17 ans, alors qu'il était suivi en substitution tous les mois pendant cette période, et qu'on aurait pu lui amener l'information des nouveaux traitements. Il est arrivé 3 ans après ces nouveaux traitements. Donc c'est vraiment une population aussi importante. Et le dépistage en population générale, il est aussi nécessaire, il est systématique comme l'a recommandé le rapport Dumont. Et même si ce n'est pas encore une recommandation HAS, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière par rapport au dépistage ciblé, qui a montré clairement ses limites. Au moins une fois dans la vie. Tu as montré tout à l'heure dans cette population donc de patients et tout, qu'il y avait justement une plus grande partie des patients n'appartenaient pas au risque. Qui n'avaient pas de facteur de risque. Donc ça, c'est quand même des éléments clairs, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui nous disent, voilà, il faut dépister que s'il y a des facteurs de risque. Clair, mais je crois que non seulement il a été montré que les médecins, pour certains, ne connaissaient pas tous les facteurs de risque, que en fait les patients aussi avaient pensé que lorsque c'était trop ancien, ils n'étaient pas concernés. Donc aujourd'hui, le facteur de risque a montré ses limites. Et moi, j'ai vu avec enthousiasme le rapport Dumont et notamment le deuxième rapport 2016 qui a dit que la recommandation est au moins une fois dans ta vie, fais-toi faire les 3 virus si tu ne l'as pas fait auparavant. Donc ça, c'est vraiment pour moi une recommandation importante. Et le traitement de tout ce qu'il ne faut pas oublier. Et c'est la recommandation qu'on a mis en exergue dans notre département, dans le cadre de campagnes de dépistage qui ont commencé avant le rapport Dumont, et c'était basé sur un dépistage universel, une sensibilisation à faire au moins une test dans sa vie si on ne l'a pas fait avant. Et donc, on en est aujourd'hui à la 5e phase qui va commencer à la mi-novembre de cette année. La dernière sera pratiquée en mai 2018, mais on va encore continuer. Comme vous pouvez le voir, c'est des affichages sur le tramway, à l'arrière des bus et en affichage public, par des périodes de 15 jours dans le département. On a mesuré l'impact et on a comparé à un département voisin, ami, et que peut considérer comme contrôle, sans campagne, mais avec des médecins qui traitent les patients. Et vous pouvez le voir qu'au cours des 2 premières années de la campagne, dans le département des Alpes-Maritimes, on a augmenté de 70% le nombre d'ALD pour hépatite, alors que dans les Bouches-du-Rhône, c'était seulement de 14%, très significatif dans notre département. Cela nous a incité à poursuivre l'action. On a eu aussi une augmentation pour le VIH qui n'était pas significative. Et en voyant Bertrand, j'ai envie de dire qu'on peut peut-être s'intéresser à notre département voisin, si on pouvait avoir les chiffres, c'est le bâtiment de l'Hérault, sans campagne, pour essayer de voir, en fait, dans l'évaluation, avoir des contrôles par rapport à d'autres départements voisins où les médecins traitent beaucoup les patients, où l'ouverture s'est faite de façon égale, et voir si cette campagne a pu arriver à faire plus en termes de découverte de nouveaux malades. C'est des nouveaux cas d'ALD pour traitement. Je vais essayer de te trouver.
Alors Patrick, on les traite, mais il y a le problème de plus en plus récurrent de la réinfection des patients Voilà, ça guéris. c'est la grande question qu'on se pose, que les médecins se posent, qu'on se pose dans les différents congrès. Alors là, c'est une étude intéressante. C'est une équipe qui travaille très bien, l'équipe de Doré, donc en Australie, qui avait déjà montré qu'on pouvait traiter des patients substitués en toxicomanie avec une RVS à plus de 90%, donc des résultats très intéressants. Et ces patients-là ont été suivis, donc près de 200 patients. Ils ont une évaluation tous les 6 mois qui est très précise, avec un séquençage viral qui nous permet de savoir si c'est vraiment des nouvelles souches qui les ont infectés, un dépistage urinaire sur la persistance de l'usage de drogue. Et quand vous regardez ce résultat, donc on a les résultats déjà à 2 ans, vous avez à peu près 10 réinfections, donc 7 réinfections avec passage à la chronicité. Quand vous regardez en bas à gauche les usagers de drogue intraveineuse, donc c'est ceux qui se réinfectent en majorité par rapport à l'autre groupe. Donc on retrouve une seule réinfection. Donc ces chiffres, donc l'étude se poursuit. Et là, on a d'autres résultats que je trouve vraiment très intéressants. Vous avez le taux de réinfection du VHC chez les patients homosexuels VIH+, donc des gens à haut risque de réinfection. Et on voit un petit peu dans le monde entier les différents chiffres qui sont un petit peu hétérogènes. On a des populations hétérogènes. Mais le message que je trouve important, c'est vous regardez de gauche à droite. Vous avez Amsterdam en 2011 et à droite, vous avez 2017 et vous avez une baisse régulière de la réinfection. Et après, c'est tout à fait logique. Comme on traite ces populations, forcément, plus on va traiter les patients, plus le risque de réinfection va baisser. Donc, c'est un message supplémentaire pour traiter ces patients. Même s'ils se réinfectent, il faut les traiter. Et pourquoi à San Francisco, c'est des champions, Denis ? Oui, j'ai compris ça hier en assistant au Cœur et Vie PACA Est. J'ai compris qu'en fait, à San Francisco, c'était l'une des rares villes au monde où on trouvait aujourd'hui une diminution claire, nette dans le temps de la prévalence des nouveaux séropositifs VIH. Et le pourquoi a été qu'ils ont développé à San Francisco, outre le test and treat et le reste, mais une politique récente de ce qu'ils appellent le traitement rapide en 5 jours. En tout cas, un malade trouvé séropositif VIH est susceptible à San Francisco de recevoir un traitement anti-VIH dans les 5 jours. Et donc, ça doit être la ville championne du traitement VIH rapide. Je suppose qu'ils ont dû adapter ça au VIH et traiter clairement toute leur population. On voit le résultat. Et je crois que par ce biais, et je crois que ça, c'est un exemple aussi de ce qu'on peut appeler les traitements rapides. Et qu'il faut penser aussi pour le VHC, dans notre spécificité, d'essayer de traiter rapidement les malades en termes d'éradication, et juste y compris cette population de malades co-infectés. C'est-à-dire pendant des années, on a pensé au foie, maintenant on pense plus au virus avec le risque de transmission. D'éradication. Alors, pour faire un petit point, on va faire un petit point sur les traitements. Bertrand, toi qui as participé aux dernières recommandations. Aux dernières et aux futures dernières recommandations qui sont pour février de l'année prochaine. La FEF arrêtera d'en faire après. Donc, pour situer les choses, actuellement, vous avez sur cette diapo en noir les associations que l'on utilise actuellement disponibles, qui sont plus ou moins pangénotypiques selon l'association. Vous voyez vous savez déjà que les traitements ne dépassent pas 12 semaines, qu'on n'utilise plus de ribavirine et que l'efficacité est déjà très importante. Mais elle n'est pas complète, et en particulier pour le génotype 3, on va le voir tout à l'heure. Et on a 2 associations que l'on attend pour fin d'année, début d'année 2018, dont on va vous présenter quelques résultats. Ces nouvelles associations seront intégrées dans les dernières recommandations de la FEF. Denis, c'est toi qui commence, je crois, pour ce qui est à venir. Alors, ce qui est à venir, il y avait une doublette qu'on connaissait bien, 2 triplettes, mais la dernière triplette, je crois qu'on a bien compris qu'à la SLD, elle ne verrait pas le jour qu'elle s'arrêterait là. C'est celle qui est parquée en vert. Les 2 premières, je vais en parler. Je crois que les futures recommandations, elles vont être extrêmement simplifiées, extrêmement simples. Et la FEF va nous sortir des recommandations encore plus simples. Moi, je suis ravi de plus utiliser la ribavirine. C'est un des ceux qui pensaient qu'il fallait arrêter avec la ribavirine. Et je suis très content de ce que tu as dit. Et c'est vrai que maintenant, le traitement va être extrêmement simplifié avec du pangénotypique et des stratégies extrêmement simples.
Et on voit ici avec l'association Glecaprevir, Pibentasvir ou GP, que en fait ça c'est l'analyse poolée groupée de 7 essais de phase 2 et 3, et on voit que c'est malades qui étaient sans cirrhose. Il y a quelque chose que dans chaque groupe, environ 800 000 malades, voilà, et on voit la remarquable efficacité comparée d'un traitement de 8 à 12 semaines chez des patients sans cirrhose. Les G3 étaient tous naïfs de traitement, les autres pouvaient être déjà traités. Et on voit la remarquable efficacité des chiffres voisins de 99 à 100%, que les malades soient traités 8 ou 12 semaines. Et bien sûr, on l'avait dit à la dernière EASL que, en fait, aujourd'hui, GP, c'est simple, c'est pour tous les génotypes et c'est 8 semaines chez les malades non cirrhotiques, quel que soit leur génotype. 8 semaines chez le non cirrhotique, 12 semaines chez le cirrhotique. Un petit focus sur le génotype 3 qui nous embête. Qui nous a beaucoup embêtés et qui ne nous embêtera plus. Car on voit qu'avec GP aussi, le problème est réglé avec des pourcentages de réponse extrêmement bons. Un tout petit peu moins des malades qui sont en échec, qui ont eu des résistances à l'initiation. Ça, c'est des naïfs, ça, oui. Mais c'est naïf. Alors, c'est des malades qui avaient des résistances à l'initiation avant traitement. Mais on voit que, en fait, les résultats sont excellents. Et qu'en fait, chez le malade G3 sans cirrhose, comme pour les autres génotypes, c'est 8 semaines chez les malades non cirrhotiques et 12 semaines chez les malades cirrhotiques. Quand on considère les malades cirrhotiques, on voit ici, pour 4 études poolées qui ont été présentées à la SLD avec quelque chose qui est particulier à ce laboratoire de données, et c'est fort logique, des modifiés intentions de traiter, c'est-à-dire ne considérer que les échecs virologiques, ce qui est tout à fait légitime. On voit chez les malades cirrhotiques les pourcentages de réponse qui oscillent entre 96 et 100%. On est vraiment dans l'efficacité importante, en sachant que le pourcentage de patients cirrhotiques décroît et va décroître, qu'on a pu le montrer dans les cohortes libérales avec des 1, 2 et 3 et 4 dans le temps. Vous les voyez ici figurés. Et vous voyez en rouge le pourcentage de sujets cirrhotiques. En 2014, était de 65%, 2014-2015, 45%, 2015-2016, 25%. Et dans la dernière cohorte, juin 2016, mai 2017, 13%. On peut penser que ce pourcentage va diminuer. Qu'est-ce qu'on a montré dans ces cohortes? C'est qu'au fil des traitements et avec l'enrichissement des traitements, on avait des meilleurs résultats. 90% s'était obtenu au moment où on utilisait encore l'interféron avec un antiviral à action directe. Après l'association de 2 antivirales, on a plafonné à 97,3 et là on est quel que soit à 97% en vraie vie. Des résultats excellents. Le génotype 1 est prioritaire et on a montré que dans le temps, le coût moyen par patient a significativement réduit depuis la première jusqu'à la dernière cohorte et on peut espérer qu'il continue à diminuer. Et donc, on voit dans chaque RCP le taux de patients, les moins de 10% de rechuteurs, ils existent vraiment. Des résultats sur ces patients-là en échec d'antiviraux directs? Absolument. Et très tôt, on avait considéré que ces patients, il fallait attendre, sauf s'ils étaient très graves. Et pour la plupart d'entre nous, quand il y a eu un échec, on va dire aux antiviraux de première génération, on a attendu. Et des jours meilleurs et les jours meilleurs arrivent. Là, on voit avec l'association GP qui reste excellente quand il y a un antécédent d'IP seul. C'est bon quand on a une résistance NS5A. C'est un peu moins bon, il ne faut pas le donner quand on a utilisé une IP, une SN4A, mais dans la situation IP seul S4A, les résultats sont bons. Mais on en a une autre. On en a une autre qui, dans ce que j'en ai compris, est commercialisée aux États-Unis, tout comme le GP du reste, est commercialisée uniquement dans l'indication aux États-Unis de l'échec. En l'occurrence, c'était un travail qui a été présenté à la SLD l'année dernière et qui montrait sur une cohorte de 263 malades des bons résultats avec, pour des malades qui avaient, pour 80% d'entre eux, des RAV qui ont des résistances contre les inhibiteurs de NS5A.
on voit que le résultat est de 96% global avec 99% sans cirrhose, 93% avec cirrhose. Donc c'est probablement aussi une association intéressante pour les malades en échec. Et ces malades en échec, moi j'en ai 10 qui sont en échec, qui attendent. Et je vais pouvoir, dès le début de l'année 2018, arriver à ce que j'ai commencé à entendre à ce congrès, et qui est clair, qui est un peu le message qu'on peut diffuser, c'est on les guérit de première ou de deuxième intention, mais on les guérit tous. Donc vraiment là, je crois qu'on a l'espoir de guérir tous les malades. Et l'intérêt aussi qu'on peut avoir, c'est effectivement de les guérir vite, de les traiter vite, et d'aboutir à cette éradication, puisque finalement, on a quand même pas mal avancé sur des traitements courts, de plus en plus courts, de plus en plus simples, sans ribavirine, 8 semaines, 12 semaines. L'avenir est radieux. Patrick, pour les patients qui sont traités par antiviraux directs sans être en échec, où en est la course au raccourcissement ? Alors, on est en course au raccourcissement, donc le Gravzopevir et Elbasvir, qui pour l'instant donné que 12 semaines. Donc il y avait eu des études qui avaient montré sur 8 semaines qu'on avait une RVS qui était intéressante, avec quelques échecs chez des patients F3. Donc tout naturellement, il y a une étude qui a été mise en place pour des patients avec une absence de fibrose, une fibrose légère, de F0, F2. Donc c'est une étude sur 120 patients G1B, en sachant que là on n'a les résultats que pour 53 patients. C'est l'étude donc managée par Armand Abergel de Clermont-Ferrand. Et donc là, on voit qu'il y a eu simplement 2 rechutes. Alors, un G1E qui était exclu, donc qui n'était pas un G1B, donc on peut tout à fait l'exclure, et un seul G1B, donc des bons résultats, mais il faut attendre les résultats finaux de cette étude. Patrick, tu ne trouves pas que c'est dangereux? À la moitié des malades, il suffit qu'il y ait encore 1 ou 2 échecs dans le bras, dans un niveau d'excellence qui est exigé aujourd'hui de l'ordre de 99%. La compétition est difficile. C'est un ou deux patients près. J'aime beaucoup Armand, mais je trouve que une communication acceptée en plénière avec la moitié des malades et un risque de planter complètement sur la fin du traitement ces pourcentages, c'est... Bon, on attendra le résultat. Tu nous montres un bon exemple de ça. C'est-à-dire que de temps en temps, dans les congrès, on enterre on vous montre toujours des résultats formidables, mais il y a quand même beaucoup de molécules qui passent à la trappe. Là, la FDA avait demandé que l'on teste l'uprevosvir et le ruzavesvir qui devaient être associés au Gravzopevir. C'est les études MK3 de MSD. Et là, vous voyez donc avec un résultat, toujours le G3, c'est toujours le G3 qui pose problème, avec 76% de RVS, c'est insuffisant. Donc le développement a été arrêté. Du reste, Janssen avait aussi travaillé pour faire des associations avec le Ciméprevir et leur triplette aussi a été arrêtée compte tenu d'efficacité insuffisante sur le G3. Donc c'est le G3 qui pose encore problème avec certaines molécules dont le développement est arrêté compte tenu de ce qu'on vient de vous montrer, de molécules très, très efficaces. On guérit le virus, mais on améliore le patient. Alors là, effectivement, les vétérans font des études qui présentent chaque fois aux États-Unis très intéressantes, avec un nombre important de patients. Donc là, c'est l'efficacité du traitement chez des patients diabétiques. Alors, c'est des patients qui avaient un diabète qui était peu équilibré, puisque c'était une hémoglobine glyquée qui était à 7,2% avant traitement. Donc sur près de 2500 patients. On avait 75% des patients qui étaient traités pour leur diabète et 42% qui étaient sous insuline. Ils ont une RVS donc à près de 90%. Et vous pouvez regarder donc avant traitement et après traitement, donc en bleu avant traitement, en jaune après traitement, une amélioration de l'hémoglobine glyquée et de la sensibilité à l'insuline, en sachant qu'il y avait aussi un groupe de patients qui n'avaient pas répondu au traitement. Et vous voyez que la sensibilité, quand les patients sont traités par insuline, vous n'avez pas de différence. Par contre, il existe quand même une différence chez les patients qui avaient une hémoglobine glyquée avant traitement, chez les patients qui n'étaient pas sous insuline. Donc en résumé, vous améliorez nettement le diabète chez les patients qui ont une hépatite C chronique. Ça veut dire que, alors naturellement, on va tous les traiter, mais par contre, il faut se méfier au niveau des traitements et peut-être adapter le traitement au bout de quelques temps, en sachant
quand on avait quand même des résultats qui étaient un petit peu inquiétants quant à la prise de poids. On a même eu des études qui ont montré qu'il y avait une augmentation de la stéatose en fin de traitement avec des études par le CAP, mais par contre, on améliore probablement le fonctionnement hépatique avec la sensibilité au diabète. Donc tout ça avec une sécurité d'emploi importante. Il y a eu un travail sur les effets secondaires qui est intéressant, notamment cardiologique. Alors là, c'est l'étude, la grande cohorte hépataire française. Donc il y a eu un peu moins de 3000 événements indésirables qui ont été déclarés. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre les effets indésirables graves chez les patients qui étaient sous antiviraux directs et ceux qui n'étaient pas sous antiviraux directs, tant au niveau de l'arythmie, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle pulmonaire et les décès, en sachant que la première cause de décès dans la cohorte hépataire donc sont les cancers. Vous avez en 2 les hépatopathies, après vous avez les infections, et en 4 vous avez les problèmes cardiaques. Alors justement, les problèmes cardiaques, quels sont les effets indésirables en termes d'arythmie cardiaque? Donc 35 effets indésirables avec arythmie cardiaque. À droite, vous avez 10 effets indésirables sans médicaments cardiotropes. Et sur la gauche, vous avez 25 effets indésirables avec des médicaments cardiotropes. Donc on connaît très bien les gros problèmes avec l'amiodarone. Je pense qu'il faut éviter de donner des traitements avec l'amiodarone. C'est assez compliqué, on prend des risques importants. Mais quelque chose d'un petit peu nouveau, on voit sortir les bêta-bloquants. Donc méfiance quand vous avez des patients qui sont traités par des bêta-bloquants. Donc c'est le message un petit peu nouveau. Patrick, un commentaire là sur l'amiodarone. Moi, je refuse de traiter les paradis, un malade qui est sous cordarone, amiodarone. Mais le message que j'ai appris à l'utilisation, c'est que quand on change la cordarone ou l'amiodarone, il faut attendre au moins 3 à 6 mois avant de pouvoir débuter le traitement en sécurité, qu'il y a une imprégnation longue avec ce médicament. Les bêta-bloquants, c'est un warning. Il y a un warning qu'on avait lancé à un moment donné, je suis content qu'il ne soit pas confirmé, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y avait un warning sur le poumon qui ne s'est pas confirmé. Mais la cordarone, à chaque fois que j'ai dû déclencher un traitement, il fallait que la cordarone soit arrêtée depuis au moins 3 à 6 mois. Et je crois que c'est quand même un point important. Réglementairement, c'est une contre-indication absolue d'association avec le sofosbuvir. Mais avec tous les... moi, je ne prends pas de risque. Je veux dire que je pense que là... C'est pas trop compliqué de la changer non plus, en général. On passe un petit peu au virus numéro 2, virus B, dont on a un petit peu plus parlé peut-être que les deux congrès d'avant. On a le sentiment que les traitements, c'est pas avant 5 ans pour le VHB, les nouveaux traitements, on va dire. Mais là, un petit travail extrêmement séduisant, je vais dire, qui a été une étude contrôlée avec une crème, pommade, que connaissent bien les proctologues, comme moi, c'est la limikimod, qui a été appliquée juste avant l'injection de vaccin ici contre l'hépatite B, donc par voie intradermique, contre un vaccin intradermique et un vaccin en IM en contrôlé. Et vous pouvez voir ici, à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, un titre d'anticorps protecteur qui est significativement supérieur pour la crème plus le vaccin par rapport au vaccin seul. Alors c'est une population d'hémodialysés. Moi, je vais vite prévenir mes amis dialyseurs hémodialyseurs de l'Institut Arnaud de Sanck de ce travail. Et à chaque fois que je suis confronté, c'est souvent en pratique clinique, à un personnel soignant qui est non-répondeur. Je crois que ça pourrait être intéressant de pouvoir essayer quelque chose parce que ça les met toujours dans une situation un petit peu de stress, d'angoisse, que cette non-réponse, il y a des soucis, et ça mérite des travaux supplémentaires. Et c'est intéressant parce que ça semble marcher dans une population qui répond moins bien au vaccin, et ça me paraît un message important de ce congrès. Donc c'est une crème qu'on trouve très facilement. Oui, donc si on applique de l'Aldara, ça augmente, c'est un effet immunomodulateur local. Stimulant qui augmente augmente le pourcentage, la réponse au vaccin anti-hépatite B. Alors, on en a déjà parlé, on en reparle, l'arrêt, mais ça reste toujours dans la même possibilité de grande prudence. Là, c'est une population, non. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, aucun des travaux... D'abord, il faut une grande prudence pour l'arrêt, parce que c'est pas 1 an qu'on peut juger, on peut avoir des réactivations 1 an et demi, 2 ans, et qu'en fait, si on s'amuse à arrêter un médicament, il faut vraiment suivre les patients, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans cette étude, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, de façon très régulière par des ADN. Là,
ils n'ont pas retraité. Les probabilités de non-retraitement après arrêt étaient de l'ordre de retraitement étaient de 25%, de non-retraitement de 75%. Et quand on voit la repositivation de l'ADN qui est tout le temps indétectable, on voit que en fait, l'ADN se repositive dans 77% des cas. Supérieur à 2000 dans 67% des cas. Et aujourd'hui, je ne connais pas la signification d'un malade chronique qui garde une virémie entre 2000 et 5000, mais avec des transats normales. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est un peu prématuré. Et ils ont retraité donc à peu près un quart des malades. Et on voit qu'en fait, ils ont d'autant plus retraité les malades les plus sévères au plan histologique, ceux qui avaient une élasticité entre 9 et 10, puisque là, il y a eu à peu près un cas de rechute sur 2. Et en fait, c'est absolument les malades qu'on a traités, parce que dans la recommandation, on est censé ne pas traiter les malades qui sont dans le cadre supérieur, c'est moins grave, où ils ont eu 84% de rechute. Donc, encore, je pense qu'il faut des études supplémentaires, il faut un suivi supplémentaire, et pour le moment, la prudence voudrait au moins, d'ailleurs, c'est des malades non cirrhotiques, c'est nos malades avec fibrose importante, surtout de ne pas s'amuser à faire un arrêt schéma cirrhotique. Alors, je t'arrête un petit peu pour répondre à 2 questions d'un confrère de Tlemcen. Le soleil de Tlemcen. Bonjour à nos amis d'IRM. Qui pose la question 1. Quand décide-t-on d'arrêter le traitement par entecavir en cas d'échec et de switcher par tenofovir? Personnellement, j'ai jamais eu d'échec avec l'entecavir à long terme, donc j'ai jamais été confronté à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre Moi, j'ai jamais été confronté à l'échec. Maintenant, on a 100 ans des patients qui ont des charges virales qui sont vraiment très très importantes, qui sont même quasiment indosables tellement c'est important, et en fait, ils ont une baisse qui est très lente, mais au bout d'un moment, ils se négativent. C'est souvent un problème d'observance en fait. Je crois qu'il faut dire aussi à notre confrère qu'il faut savoir attendre, parce que l'efficacité, par exemple, un malade de plus peut prendre plus d'1 an, un malade de moins, c'est souvent plus rapide, mais on a quand même du temps avant d'obtenir une charge virale indétectable, elle est souvent faible pendant longtemps. Et moi, j'avoue que je garde des traitements, même quand il y a des virémies extrêmement faibles. Ouais. Il m'est arrivé de changer pour des effets secondaires de l'une ou l'autre molécule avec la même efficacité. Donc, j'ai switché soit de l'un à l'autre. Mais comme toi, je n'ai pas l'expérience d'échec à l'entecavir, ni même au tenofovir. Mais j'ai switché pour des problèmes soit d'intolérance, par exemple, au tenofovir, c'est sûr, et avec une très bonne efficacité. Des tolérances rénales. Tolérance rénale. C'est là où justement on devrait avoir le taf qu'on n'a pas. Et question complémentaire de notre confrère, réponse synthétique. Comment doit-on traiter actuellement les patients immunotolérants porteurs de l'antigène HBS? La réponse va être simple, il ne faut pas les traiter. Les recommandations actuelles, c'est de ne pas traiter. Et tout ce qui a été fait jusqu'alors ne nous incite pas à traiter, notamment le seul essai contrôlé qui a été fait dans cette population, qui a été présenté ici, et qui ne nous incite pas à traiter ces malades aujourd'hui dans l'état actuel des connaissances. Mais je crois que la question fait un peu référence à... Parce qu'il y a un débat quand même. Il y a un débat. Il y a des gens qui sont... à Washington... qui ont montré que ça n'était pas efficace, notamment entecavir interféron. Maintenant... je crois que la difficulté de l'immunotolérance, c'est qu'il ne répond pas bien au traitement, juste y compris aux analogues. Il y a 25% des malades qui n'ont jamais annulé leur virémie. Et donc, et en plus, il y a une chose qui n'est pas bien connue, que j'ai vécu, moi, vieille et pathologue, entre guillemets, c'est que j'ai vécu des cas de passage de l'immunotolérance au portage inactif, sans faire la maladie, avec un foie qui reste normal. Donc, je suis contre le principe qui veut dire qu'un immunotolérant est programmé pour le cancer. Ce n'est pas vrai. Et je crois que se lancer dans un traitement qui n'est pas efficace, qui a un coût, qui n'est pas efficace à tous les coups, qui a un coût et en dehors des recommandations, ça ne me paraît pas... Par contre, on peut quand même rappeler que l'immunotolérant qui a plus de 30 ans, il faut le surveiller de près quand même. Il faut bien les surveiller, c'est pas ça. Certes, mais en général, l'immunotolérance, c'est quand même relativement souvent, dans sa diffusion, toujours un homme jeune, soit d'origine asiatique, avec des virémies massives, et cela, c'est là le cas clinique le plus souvent. Donc, question qui se pose presque plus souvent pour nous, en tout cas, c'est une fois que des patients sont traités par NUC, mais on va y venir tout à l'heure. D'abord, on parle d'hépatite delta. Alors, l'hépatite delta, en fait, c'est l'hépatite chronique la plus grave que l'on connaisse. Il y a à peu près, on estime, entre 10 et 20 millions de patients qui auraient une hépatite delta dans le monde. Et là, le seul traitement qui a montré son efficacité, c'est l'interféron. Malheureusement, il n'y a que 30% des patients qui arrivent à avoir une éradication virale. Donc, il y a de nombreux traitements qui sont à laisser. Vous avez
traitements comme des inhibiteurs d'entrée avec le Mircludex. Vous avez l'onafarbide aussi qui modifie l'arrangement du virus. Et vous avez des polymères qui ont une action sur l'entrée et sur l'arrangement du virus. Donc vous avez 3 voies de recherche sur ce sujet. Et là, je vous montre un essai de phase 2 avec le Mircludex, avec plusieurs bras. Et ce Mircludex était associé au tenofovir. Et je vous rappelle que les inhibiteurs nucléosides ne marchent pas dans l'hépatite delta. Et vous voyez donc qu'il y a sur la courbe gauche, vous avez une baisse effectivement de la virémie dans le temps par rapport au bras contrôle où il n'y avait que du tenofovir. Il y a une amélioration des transaminases. Il n'y a malheureusement pas de modification du titre de l'antigène HBS. La seule certitude qu'un patient est vraiment guéri de son hépatite delta, c'est si vous avez une séroconversion au niveau HBS qui est tout à fait exceptionnelle. Là, vous aviez une augmentation des acides biliaires sans prurite et un patient avec un ARN VHD indétectable, mais on ne sait pas s'il ne va pas rechuter dans les mois qui viennent. Donc si vous voulez, des résultats peut-être prometteur à suivre, mais il ne semblerait pas qu'on ait pour l'instant un traitement miracle sur l'hépatite delta. On change encore de sujet et on passe à ce qui va devenir l'hépatite C de demain. Denis, un mot sur les stéatopathies. Chose très importante en matière de stéatopathie, c'est le dépistage. Et s'il y a vraiment une population, il y a 2 populations importantes à mon avis, c'est la population des patients diabétiques et les patients qui transitent dans les services de cardiologie, notamment les coronauropathies, autre chose, parce que c'est vraiment la population cible. Il a été mesuré, montré que la prévalence dans la population générale de la NAFLD, c'est 25%, chez les patients diabétiques, c'est 60%. 60%. Et là, ce travail s'est intéressé à essayer de reconnaître dans une population de diabétiques, ils étaient 3 millions, de savoir par un test simple, FIB4 gratuit qui comporte l'âge, les azatalates et les plaquettes, de savoir quel était le pourcentage de patients qui avaient une fibrose significative au sens de ce test. Fibrose sévère, il y avait à peu près 3%, c'est les valeurs supérieures à 2,67, donc 3% sur 3 millions, ça fait un nombre absolument considérable. Fibrose intermédiaire, c'est 1,40 à 2,67 et pas de fibrose, 72%. Mais fibrose sévère, 3% de cette population. Et je crois vraiment, c'est quelque chose qui doit être réalisé dans la population à la fois des diabétiques et certes des malades qui consultent en cardiologie. Parce qu'il m'arrive de voir des malades qui ont transité en cardiologie, en diabétologie, avec des transats à 300, 2 à 3 ans plus tard, avec le transit dans ces services. Et je trouve qu'à la fois chez les hépatologues, chez les diabétologues et chez les cardiologues, il devrait y avoir un peu des synergies pour la prise en charge de ces malades. Parce qu'en fait, dans la population, chez les hépatologues, naturellement, la NASH, la stéatose, c'est quelque chose de bien connu. J'ai l'impression que ça commence à diffuser dans d'autres spécialités, en particulier chez endocrinos. Un collègue me disait que dans un CHU, ses collègues endocrinos avaient eu 2 à 3 carcinomes hépatocellulaires dans l'année et des patients étaient décédés. Et c'est des patients qui étaient très très bien suivis sur le plan diabétologie. Donc ça a été une prise de conscience et je crois que petit à petit, il faut qu'on aille dans ces services pour leur expliquer qu'il faut maintenant dépister ces patients puisqu'il y a des risques de CHC qui sont importants même quand ils n'ont pas de cirrhose. C'est sûr. Mais d'ailleurs, ils disent que les diabétologues sont submergés par cette population, parce que quand ils regardent les transaminases, la simple transaminase, pour eux, c'est une anomalie extrêmement fréquente et qui mérite donc le dépistage. Alors là, c'est un travail extrêmement intéressant, standing ovation, et je crois que c'est vraiment le type de travail qu'il faut faire et continuer à faire, parce que le propre se trouve non pas, finalement, bien sûr, dans les services de cardiologie, dans les services de diabétologie, chez les hépatologues, mais il y a l'immense pool de malades qui consultent en médecine générale et pour lequel la NASH est complètement méconnue. Et
où, en fait, le problème, c'est le dépistage de la fibrose en médecine générale. Alors, 2 études, l'une en Californie du Sud avec le FibroScan qui a été offert à 972 patients qui consultaient dans un centre de soins primaires avec, alors, je sais pas, ils ont une validité de FibroScan qui est impressionnante, parce que j'ai cru comprendre, pour avoir assisté à la communication, qu'ils avaient des gros, des très gros, et que le FibroScan de cette population, même avec les sondes, c'est pas évident. Ils ont 99% de succès. Et ils ont eu une valeur supérieure à 7 de KPA dans 17%, soit environ 17% des patients avec une fibrose significative. C'est à peu près le même chiffre qui a été trouvé dans la cohorte de Framingham, qui concernait aussi des malades consultants en médecine générale, et avec pour les cas supérieurs à 8 KPA, 8,9%. Donc il y a environ 15 à 20% des sujets qui consultent en médecine générale qui pourraient avoir une fibrose significative, dont les 3 causes principales sont, à ma connaissance, en premier la NASH, en deuxième l'alcool, en troisième les virus. Donc on va aussi dépister à la fois l'alcool et les virus en même temps que la NASH. Et ce travail me paraît extrêmement intéressant à poursuivre. Et c'est là où, et pour nous hépatologues, c'est un afflux de patients absolument considérable. Ce qui m'avait frappé aussi dans cette présentation, c'est qu'il y avait quand même une partie des patients qui avaient des transaminases normales. Et alors, ça, c'est quelque chose, enfin, pour moi, de nouveau, puisqu'on sait quand même que les fibroses dans la NASH plus grave, c'est plus souvent naturellement syndrome métabolique et des perturbations du bilan hépatique. Mais là, on avait quand même des patients avec une fibrose significative, avec des transaminases normales. Donc, le dépistage est difficile. Et on va un peu parler des traitements dans la NASH, et il y a eu ce travail intéressant que tu nous présentes, Denis, qui est intéressant quand on analyse tous les essais qu'on va voir. Une bonne analyse critique implique de regarder si le placebo est un vrai placebo. En fait, c'était censé être des vrais placebos, mais des placebos, en fait, qui améliorent de 2 points le score histologique. C'est souvent le critère principal de l'essai dans 25% des cas. Alors, l'explication qui a été donnée, c'est que bon, dans les groupes traités placebo, il y a quand même des conseils hygiéno-diététiques, programmes d'exercice. Et l'autre chose qui a été évoquée, et cette raison me paraît logique, c'est le fait de revoir les patients. Et une chose sur laquelle on a beaucoup insisté dans la prise en charge d'un NASH, c'est la thérapie comportementale, revoir les patients régulièrement, arriver à... Mais toujours est-il qu'on doit interpréter les essais avec beaucoup de prudence. C'est pour ça que quand je vois, et Patrick va en parler, des essais rapportés à 3 mois sur la stéatose, je me demande c'est quoi la valeur quand on sait que c'est au moins 1 an avec une comparaison histologique, voire des années, et qu'aujourd'hui tous les essais, toutes les molécules qui nous sont présentées sont des molécules qui sont présentées à 3 mois. Sur des critères qu'on a définis comme ça, sachant que le principal critère est histologique et probablement issu de biopsie, probablement 1 an. Donc c'est un peu le problème aujourd'hui de la NASH des essais. On pense que même ces traitements ne pourront pas d'efficacité démontrée avant 3-4 ans, et qu'en fait il faut rester extrêmement prudent sur les critères de jugement. Alors, le futur peut-être ? Alors même si c'est un essai de phase 2 qui est court sur 16 semaines, je voulais vous présenter le Fibrosis Growth Factor 21 qui est connu des diabétologues, des gens qui s'occupent du métabolisme, et qui doit être, je pense, connu des hépatologues. En fait, c'est une protéine qui a une action, qui a une durée de vie qui est très courte, qui a une action de modulation, d'amélioration au niveau de l'insulino-résistance. Et en fait, le laboratoire BMS a pégylé cette molécule et a fait cette étude randomisée contre placebo de phase 2 avec des patients qui avaient une NASH prouvée histologiquement. Pour l'instant, on n'a que la biopsie qui permet de prouver le diagnostic de NASH, avec une fibrose débutante F1, F3, naturellement avec un IMC supérieur à 25. Et le jugement principal, c'était l'évolution de la stéatose hépatique à la 16e semaine, qui était évaluée par IRM. Et vous regardez ces résultats qui montrent une amélioration de la stéatose, mais il y a aussi une amélioration dans d'autres sphères, en particulier l'augmentation significative de l'HDL, qui est intéressante parce qu'on a d'autres molécules qui sont en développement qui plutôt augmentent le LDL, ce qui pose problème.
ça augmente la liponectine. Il y a une réduction significative des transaminases, des triglycérides, du LDL, d'un marqueur de fibrose, le ProC3, et la dureté hépatique. Donc vraiment une molécule prometteuse, mais avec toutes les restrictions que vous a exposées Denis au niveau du temps. Mais là, il y a une phase 3 qui va démarrer. On regardera ça avec passion. Par contre, il y a des effets secondaires quand même. Il n'y a pas grand des effets secondaires, il y a un peu de diarrhée quand même. Mais bon, ça, on saura le traiter quand même. On se débrouillera. Et on attend de voir les vrais résultats à long terme, comme disait Denis. De l'endoscopie du futur. Alors, on va relier les hépatologues aux endoscopistes. Là, il y a une étude qui est montrée dans tous les congrès d'endocrinologie sur une technique de thermoablation de la muqueuse duodénale. En fait, ça part de l'idée que quand vous faites un bypass, vous avez une amélioration de l'insulino-résistance qui est supérieure à la perte de poids, parce que vous avez plus les aliments ne passent plus au niveau du duodénum. Et donc là, en fait, cette technique endoscopique, vous injectez en sous-muqueux du sérum physiologique, vous descendez un ballon et vous chauffez, et vous allez détruire la muqueuse duodénale en surface. Et sur ces 27 patients obèses, dans c'est une étude ouverte, il n'y a pas de bras contrôle. C'est un seul bras, donc Revita, 27 patients obèses diabétiques avec une hémoglobine glyquée qui était très déséquilibrée à 8,7. Et vous avez une amélioration des transaminases et une évolution vers la nette amélioration de l'hémoglobine glyquée, donc à suivre. À suivre. En attendant, il nous reste ce qu'on connaît pour l'instant. Donc les deux piliers du traitement de la stéatose et de la NASH, donc l'activité physique et le régime. Alors forcément ces patients, on peut penser qu'ils ont des risques cardiovasculaires compte tenu de leur poids, de leurs facteurs de risque, ils se fatiguent plus facilement. Est-ce qu'on arrive à leur faire une activité physique? Donc il y a un programme important qui a été mis en place sur 12 ou 24 semaines. Donc ce programme hebdomadaire avec une formation, donc une éducation des patients, un exercice toutes les semaines de 150 à 300 minutes et avec le régime méditerranéen. Donc près de 500 participants, avec près de la moitié avec une NAFLD, la moitié sans NAFLD, et vous avez les résultats donc en bleu. Vous arrivez à baisser de 5% le poids chez 23% des patients à la 12e semaine et 53% des patients à la 24e semaine. Et quand on veut atteindre les 10% qui, comme vous le savez, sont le Graal quand on veut quasiment stopper la NASH, donc l'étude de Villars-Gomez qui avait montré ça sur près de 260 patients. Quand le but ultime, c'est souvent perdre de 10% du poids, vous arrivez malheureusement qu'à 3% à 12 semaines, mais par contre, ça augmente après la 24e semaine de 16%. Et donc, quand on regarde les facteurs associés à la perte de poids seulement de 5% d'analyse multivariée, en fait, il faut continuer sur 24 semaines. Donc, encore une fois, une notion de temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les études. Là, on se retrouve avec une maladie qui est différente de l'hépatite C. On n'a pas une évolution linéaire vers l'aggravation, même si elle est exponentielle à la fin pour l'hépatite C. Là, on a une évolution qui peut être variable, qui est dans le temps. Donc, il faut qu'on adapte un petit peu nos modèles et notre manière de comprendre cette maladie en intégrant pour l'instant l'activité physique et le régime, puisqu'on voit bien ça marche. Mais Patrick, tu ne trouves pas qu'ils ne sont pas très bons? Ça ressemble aussi à l'étude cubaine, parce que 16%, oui. 10% à 24 semaines, en mettant de l'exercice programmé, du régime méditerranéen. À un an, ils étaient à 15%, les Cubains. Oui, 15%. On n'est pas très bon, finalement. Non. On doit pouvoir faire mieux avec ces outils, d'ailleurs, qu'on ne fait pas. Mais moi, je pense aussi à l'exercice programmé. C'est des choses qu'on pourrait développer, parce que les patients nous ont souvent une aide, parce qu'on leur parle d'exercice, tout ça, mais voilà, prescription. Exercice adapté, exercice programmé. Mais je trouve que c'est un petit peu désespérant dans les résultats qui sont fournis actuellement, qui ne sont pas les nôtres forcément dans nos cabinets de consultation. Non, puis ça, c'est un travail américain en plus, donc il doit peut-être y avoir quelques différences. On a vu de l'évolution dans la thérapeutique des cholestases, et en particulier de la CBP.
depuis 2 ans déjà, mais là, ça continue. Ça continue. On fait un petit rappel sur l'actualité dans le traitement de la CBP. J'avoue, j'aimais bien mettre une aiguille dans le foie des malades, juste y compris ceux que je suspectais d'avoir une forte CBP j'ai une CBP sur les antimitochondries, mais c'est vrai que, bien évidemment, la PBF n'est pas utile, à condition d'avoir quand même un bon fibroscan, un bon bilan non invasif. Le fibroscan est souvent parlant dans ce type de maladie cholestatique, et la biopsie, bien sûr, n'est plus recommandée, puisqu'elle était optionnelle chez un malade pour lequel on a une élévation chronique des PL et surtout des antimitochondries de type 2. Alors bien sûr, quand on a une suspicion de syndrome de chevauchement avec des arguments pour syndrome inflammatoire, hépatite auto-immune ou des comorbidités, elle reste indiquée. Mais et je rappelle, et j'ai eu quelques cas comme ça un peu compliqués, des amas à bilan corps antimitochondrial bilan hépatique normal, c'est un bilan annuel. Souvent les malades reviennent 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on les perd de vue. Mais en général, jusqu'alors, des malades qui restaient pour moi stables dans le temps, sans déclenchement forcément de maladie. Et ici, c'est donc les critères de Paris sur lesquels on a beaucoup insisté avec l'apparition de l'acide obéticolique et qui ont été développés il y a quelques années par l'équipe de Saint-Antoine. Alors, dans les formes à stade précoce, c'est des phosphorylcaïnes inférieures à 1,5 et dans les formes ésopariens, c'était inférieur à 2 pour les critères de réponse supérieurs, c'est un critère de non-réponse. Et je crois qu'à terme, ces critères vont disparaître pour quelque chose. Et tu parlais des transaminases qu'on a toujours, nous, pensé dans les maladies du foie. C'est tu normalises strictement ou tu normalises pas. Si tu ne normalises pas, c'est pas bon. Quand tu es bon, c'est dans la nage pareil, dans tout, tu dois normaliser les transaminases, la phosphatase pour une réponse complète. Et donc, c'est le mérite d'avoir, pour l'étude toujours de Saint-Antoine, développé cette étude qui a été présentée à l'ESL dernière, de l'ESL 2017. C'est l'association à l'acide urso-désoxycholé de malades non répondeurs selon les critères de Paris 2, d'avoir associé le Béfisal à raison de 400 mg par jour. Je répète, c'est un comprimé à 200 mg matin et soir. Pour un premier malade que j'ai pu traiter, à 7 posologies, pas inférieur. Il faut donner 400 mg par jour parce que l'essai a été fait à 7 doses. Et l'essai en comparaison pendant 24 semaines. Et on voit que dans le bras bézafibrate, il y a eu 30% de réponse biochimique complète. Ça veut dire normalisation de tous les paramètres, phosphatase, transaminase, bilirubine. Tout s'est normalisé. Et une normalité des phosphatases dans 2 tiers des cas de traitement par bézafibrate avec une tolérance bonne. Et quand c'est apparu, c'était à comparer d'un médicament qui coûtait pratiquement rien par rapport à un traitement à l'acide obéticolique qui était commercialisé aux États-Unis et en France, de l'ordre de 60 000 € l'année. Donc nous, déjà sensibilisés au coût des traitements, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a sûrement à l'esprit pour le traitement de nos malades. Alors on peut rappeler que l'acide obéticolique a son AMM en France, en association à l'AUDC chez les patients en échec, que le bézafibrate ne l'a pas pour l'instant, même s'il y a une tendance assez générale à le proposer. Et ces résultats sur le bézafibrate se confirment. Ah oui, les résultats se confirment parce qu'en fait, le bézafibrate, c'est ce qu'on a appris là au Congrès de Washington, est utilisé depuis très longtemps par les Japonais. Là, vous avez l'équipe de Honda, donc c'est facile à retenir pour un Japonais, qui a montré donc une étude rétrospective sur près de 800 patients et ils ont isolé les patients qui avaient plus de 1 an de traitement par acide urso-déoxycholique et qui avait plus de 1 an de bézafibrate. Donc vous voyez un petit peu là, les caractéristiques des patients sur la droite. Donc il y avait beaucoup plus de femmes, ce qui est le cas habituel. Vous aviez des stades histologiques qui étaient peu évolués quand même. Et la durée, et surtout ce qui est intéressant dans cette étude qui est rétrospective, c'est la durée des traitements. La durée de la monothérapie d'acide urso-déoxycholique était en moyenne de plus de 2 ans et la combinaison avec les 2 traitements était de 7 ans. Donc vous voyez donc à gauche, vous avez les barres de gauche, donc c'est avant traitement. En bleu, vous avez avec l'acide urso-déoxycholique et en vert, la bithérapie, urso et bézafibrate. Et vous voyez, quand on regarde la bilirubine, les phosphatases alcalines, les gamma-GT,
les azates, les alates et l'albumine, vous avez de manière significative une amélioration avec la bithérapie quand vous aviez un échec de l'acide urso qui représente à peu près 30% des patients, qui sont en échec d'acide urso que vous pouvez mesurer au bout d'un an de traitement. Et l'impact à long terme ? Alors l'impact à long terme de cette bithérapie, donc quand on regarde la survie sans transplantation, est très significative. Les Japonais confirment en fait l'étude française et probablement après la publication de l'étude française, il y aura peut-être une AMM du bézafibrate. Moi, en tout cas, je peux être condamnable, mais j'ai pas attendu chez les malades qui étaient en échec parce qu'il y a quand même accumulation de données. Oui. On a déjà présenté dans des réunions antérieures aussi des observatoires où le Befisal semblait amener un bénéfice supérieur. Et donc, finalement, il y a quand même des arguments qui s'accumulent aujourd'hui pour l'efficacité de ce produit dont la tolérance est bonne, sur une maladie qui reste quand même une maladie qui peut être redoutable chez les malades quand les malades sont traités en non-réponse ou sont traités un peu tard. Donc, pour moi, les critères sont là pour indiquer qu'il y a un nouveau traitement potentiel qui peut nous rendre service dans la situation de la non-réponse, dans l'attente d'une AMM qui devrait arriver car les études sont bien faites, elles sont contrôlées, elles sont claires, et pour un médicament qui finalement, et pour moi c'est important, a un coût minimum. Et le bézafibrate est bien toléré, et dans l'étude japonaise, il n'y avait qu'un seul patient qui avait arrêté. Voilà, sur des études à 10 ans. Alors c'est rétrospectif, mais c'était sur un nombre de patients important. Alors l'échec de la UDC, c'est pas que négatif. Voilà. Alors l'échec de la UDC, effectivement, ça c'est une étude qui est intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de discussions dans les milieux spécialisés sur l'efficacité réelle de la UDC à long terme sur les patients. Est-ce qu'on modifiait vraiment l'histoire naturelle de la maladie ? Donc 15 centres des pathologies ont permis de recueillir des données sur près de 4000 patients sur 10 ans d'évolution, donc une très très belle étude. Et on voit qu'il y avait quand même 94% de femmes et 90% avaient reçu de l'acide ursodeoxycholique. 373 patients pouvaient être considérés comme des contrôles puisqu'ils n'étaient pas traités. Donc on regarde l'évolution des non-traités, il est évident qu'elle est très significativement différente des patients traités, mais le message de cette présentation, c'est que même les patients qui ne répondent pas ont une évolution plus lente que les patients qui n'ont pas été traités. Donc même si vous avez une réponse insuffisante, il faut poursuivre le traitement, et en particulier maintenant on a des deuxièmes lignes et des troisièmes lignes, mais il faut continuer l'acide ursodeoxycholique. Donc virus B, virus C, on a passé un peu en revue les choses importantes, le futur et les NAFLD également. Notre maladie cholestatique la plus fréquente, on vous a brossé l'actualité également. Maintenant, quelques flashs rapides pour la dernière partie de cette webconférence, quelques flashs rapides sur d'autres pathologies avec des travaux intéressants qui ont été présentés. Patrick, tu restes sur les médicaments de la cholestase ? Oui. Alors la CSP, donc une autre maladie cholestatique, donc l'acide obéticolique chez des patients qui ont une cholangioschlorance primitive. Donc là, c'est une étude de phase 2, donc en double aveugle contre placebo, avec des critères d'inclusion qui étaient la cholangiographie chez des patients qui avaient des doses stables d'acide ursodeoxycholique, mais de moins 20 mg par kilo, et avec des phosphatases alcalines 2 fois la normale et une bilirubine qui était quand même pas trop élevée. Donc 3 bras, un bras placebo, un bras avec 1,5 mg d'acide obéticolique, 5 mg d'acide obéticolique, et avec une titration, c'est-à-dire que si les patients le supportaient bien en termes de prurite, on pouvait augmenter les doses, et avec un suivi qui s'est fait sur 24 semaines. Comme dans la CBP, la titration. Exactement, exactement comme la titration. Et vous voyez ces résultats qui sont quand même encourageants, puisqu'il y a une réduction significative des phosphatases alcalines versus placebo. Donc on attend l'étude de phase 3. Et dans les actualités de la CSP, il y a des recommandations qui sont sorties au niveau de l'ESL sur l'endoscopie, la prise en charge endoscopie de la CSP, qui n'est pas toujours facile. Et du reste, nous aurons des réunions dans les régions sur ce sujet-là.
Denis, toi qui es un hépatologue atomique, tu as beaucoup de maladies de Wilson dans ta clientèle? Non, je voulais remettre une vérité. Mais tout d'abord, j'ai appris à la SLD, en bruit de couloir, que sur l'acide obéticolique, il y avait un warning de l'FDA sur 20 cas survenus chez des malades, de décès sur des malades qui avaient une hépatopathie décompensée ou une cirrhose de Charles B ou de C. Donc, avant d'avoir un peu... Avec des doses importantes. Avec des doses importantes des malades sévères. Alors, il y a eu 19 Mais patients. À mon avis, ça a été adressé à toutes les personnes qui sont actuellement dans les essais de phase 3 avec l'acide obéticolique. C'est des patients qui avaient des fibroses avancées, qui étaient des Chal B et des Chal C, et en plus avaient eu des doses vraiment très importantes. Et le message, c'est faire très attention chez les patients qui ont une cirrhose Chal B et C, et surtout leur donner des doses, des doses faibles. C'est un peu le message qu'on voulait amener à nos collègues qui nous écoutent là. Faites attention aujourd'hui, avant d'avoir un peu une information encore plus précise sur ce warning, sur ces cas, sur l'acide obéticolique chez des malades qui ont des cirrhoses de stade B ou C, ou des malades avancés, surtout à forte dose, tout ça, attendre, voir un peu les résultats de ces études, ce warning, et faire attention dans cette population. Alors la maladie de Wilson, moi, toute ma vie d'hépatologue, on m'a dit, j'ai vu faire devant des cytolyses inexpliquées chez une femme de 60 ans, la cuprémie, la céruloplasie, c'est vieux. Et c'est ça l'idée. Le Wilson, la maladie de Wilson, chez des jeunes ados. Dans ma vie d'hépatologue, j'ai vécu 3 cas. Toujours les mêmes, chez des grandes crises. Alors, il y avait des grandes crises hématologiques, il y avait des signes neurologiques, il y avait une maladie bruyante. Chez l'ado, l'enfant ou l'ado. Donc, c'est une maladie de l'enfant et l'ado. Et d'ailleurs, là, je rapportais dans ces 107 cas avec maladie hépatique, c'est le groupe hépatique, c'était 17 plus ou moins 9 ans. Dans le groupe neurologique, c'est 23 plus ou moins 12 ans. Donc, c'est quand même des gens jeunes, qui avaient des formes extrêmement parlantes, avec 68% une cirrhose d'emblée, 32% étaient pareil, des formes sévères, de cirrhose décompensée, d'hépatite fulminante, des signes neurologiques sévères, des cancers du foie. Et vous voyez, bon, c'est un peu biaisé parce qu'ils ont été adressés à un centre de transplantation, des pathologies axées sur la transplantation. Il y a eu quand même un grand nombre de patients transplantés d'emblée, puis les autres à distance. Donc des formes graves, sévères, parlantes. Et je remets en cause ce dosage qu'on a, d'ailleurs, qui est dans tous les protocoles, quand on dit des malades atteints d'hépatite chronique, même virale, on remet à chaque fois éliminer une maladie Wilson, on pourrait faire des économies. Et là, je voulais parler d'une maladie qu'il faut savoir reconnaître, elle est compliquée à reconnaître dans une hépatite sévère, voire fulminante. C'est l'hépatite herpétique. Dans cette population de 3000 hépatites fulminantes, c'était 106 cas qui avaient été pressentis comme étant herpétiques et 17 qui avaient été confirmés. Mais c'est des hépatites avec souvent fièvre importante, avec cytolyse beaucoup plus importante que dans les hépatites fulminantes habituelles, 7000 en moyenne d'azate contre 3000. Un mauvais pronostic puisque la mortalité est importante. Et donc, quand le patient arrive pour hépatite fulminante, il faut y penser quand il y a de la température. Il faut savoir faire une PCR HV, démarrer un traitement, même dans le doute, immédiatement, car le pronostic est extrêmement mauvais et la cyclovir en perfusion peut changer les affaires. Et il n'y avait pas que des immunodéprimés? Non. Et donc, il faut y penser devant une hépatite fulminante sévère avec fièvre, savoir demander, voir une histologie hépatique par voie jugulaire en urgence, que moi je fais volontiers quand j'ai pas de cause d'emblée dans des hépatites un peu sévères comme ça, pour essayer d'avoir une cause. Et c'est important parce que le traitement peut être intéressant. Il a été rapporté aussi à la CT, ça a été rapporté à la FEF. C'est rapporté là, c'est quelque chose qu'on va commencer à voir. Revoir de plus en plus. Ouais. Et c'est à peu près 1% des patients traités par immunothérapie, soit des anti-PD-1, soit des anti-CTLA4. C'est une hépatite qui est relativement sévère, qui survient avec un délai de 3 pour l'anti-CL4 à 14 semaines, avec des alates qui sont en moyenne à 450, une bilirubine qui est élevée. Dans 50% des cas, il y a des anticorps antinucléaires. Et donc, c'est souvent une femme, mais pas exclusivement. Et donc, à l'histologie, il y a des tableaux d'hépatite chronique active auto-immune, des tests d'auto-immunité. Et le traitement pour les formes les plus sévères, c'est la
corticothérapie. 10 patients ont été traités sous corticothérapie et une amélioration spontanée sans traitement chez 6 patients. Donc si ça s'améliore, pas traiter, mais savoir les traiter rapidement, parce qu'il y a eu des cas plus graves rapportés à la SLD. Je crois que là, ils étaient très acutisés sur ce type d'hépatite. Et chez 3 patients, l'immunothérapie a pu être réintroduite probablement sous corticothérapie. Donc c'est une complication bien documentée, connue, 1% rare, mais il faut savoir reconnaître, traiter activement pour éviter une forme plus sévère et éventuellement même pouvoir éventuellement réintroduire après le traitement avec la corticothérapie. Et le dernier travail qui m'a beaucoup amusé, ça a été présenté en plénière. Et on s'est intéressé à des hépatites liées à des compléments alimentaires, hépatites médicamenteuses bien documentées, compléments alimentaires en phytothérapie. Et les auteurs ont repris la composition de ces produits de santé générale, bodybuilding, perte de poids, booster hémorragique, stimulant sexuel, pour la composition par rapport à ce qui n'était pas noté sur la notice. Et dans 50% des cas, ils avaient vu des composés non notés dans la notice hépatotoxiques contenus dans ces produits. Donc, méfiance avec tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est compléments médicaments, non vendus en pharmacie, de bodybuilding, de santé générale, santé sexuelle. Et savoir que les compositions ne sont pas toujours exactes. Avant de passer la parole à Patrick, on répond à une question supplémentaire. Quelles sont les alternatives en cas de CBP urso-résistante? Quelles sont les alternatives thérapeutiques? On a un petit peu répondu en faisant les diapositives. On est d'accord qu'on peut synthétiquement dire c'est l'acide obéticolique ou le Béfisal. En association toujours à l'acide urso. En gardant l'acide urso. En gardant l'acide urso désoxycholique. La corticothérapie et les immunosuppresseurs étant abandonnés. On n'a plus de place. Patrick, un cirrhotique avec des plaquettes très basses à qui on veut faire un geste endoscopique? Alors là, vous avez une étude de phase 3 sur un nouveau produit qui va augmenter les plaquettes en stimulant la thrombopoïèse. C'est le lusutrombopac. On avait déjà L-Trombopac qui est déjà disponible. Et vous avez un nouveau traitement qui a été testé contre placebo et sur des procédures invasives avec un suivi. Alors, le design de cette étude, c'était des patients qui avaient moins de 50 000 plaquettes. S'ils ne remontaient pas au-dessus de 50 000 plaquettes, on leur perfusait des plaquettes. Et les procédures invasives, en fait, c'est des procédures invasives, on va dire peu invasives, à savoir des ligatures de varices œsophagiennes, des biopsies hépatiques, des chimio-embolisations. Donc, il n'y avait aucune intervention chirurgicale. Donc, on était dans des procédures légères. Et on regarde un petit peu les résultats. On a donc c'est les proportions de patients qui n'ont nécessité aucune transfusion de plaquettes. En gros, 3/4 des patients sous lusutrombopac n'ont pas nécessité de transfusion de plaquettes. Et quand on regarde la durée médiane des plaquettes supérieures à 50 000, c'est à peu près 19 jours. Donc ça nous permet d'avoir cette courbe qui permet de dire ben voilà la phase de procédure va pouvoir être faite entre le 12e et le 16e jour, là où on a le pic de plaquettes, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors le risque naturellement si on augmente les plaquettes, c'est le risque de thrombose. Donc il y a eu 2 thromboses dans le bras lusutrombopac et 2 thromboses dans le groupe placebo, puisque là on est avec des cirrhotiques qui ont eux-mêmes un risque de thrombose. Donc il ne faut pas qu'on augmente trop les plaquettes ou qu'on favorise la thrombose. Il semblerait avec cette étude qu'on n'ait pas d'augmentation significative des thromboses. Donc nouveau traitement à nos dispositions, mais on aimerait bien voir comment ça se passe quand il y a des procédures chirurgicales. Tu gardes le micro et on termine cette séance par les travaux intéressants sur le carcinome hépatocellulaire, son dépistage, son traitement. Un revenant. Alors l'alpha-fetoprotéine revient à la mode.
Alors, on ne vous l'a pas présenté, mais il y a eu beaucoup de travaux en termes de dépistage avec l'alpha-fetoprotéine tous les 6 mois associée à l'échographie qui semble intéressante puisqu'elle augmente à peu près de 10 ou 20% le nombre de patients que l'on peut dépister. Donc, c'est intéressant. Là, je vous présente une étude complètement différente. C'est des patients qui sont en attente de transplantation, qui ont un carcinome hépatocellulaire. Et souvent, on va faire des procédures de downstaging et les auteurs, sur un grand nombre de patients, ont regardé chez des patients qui avaient plus de 1000 d'alpha-fetoprotéines, ceux qui avaient eu une baisse d'alpha-fetoprotéines avant la transplantation, est-ce qu'il y avait un intérêt ou une différence entre ces différents patients. Donc, c'est 390 patients qui ont eu au moins un dosage alpha-fetoprotéines. Et on regarde donc le taux de survie qui est nettement plus bas chez les patients, donc la courbe en jaune qui avait une AFP supérieure à 1000 par rapport à des patients qui étaient passés d'une AFP à 1000 à une AFP à moins de 100, où on est à 88% de survie à 5 ans. Donc vous voyez des résultats très significativement différents. Et quand on regarde la probabilité de récidive du carcinome hépatocellulaire, on a exactement la même chose, une augmentation de risque de récidive de 35% chez les patients qui avaient une AFP à plus de 1000, et la courbe du bas en bleu, les patients qui étaient passés de 1000 à moins de 100 avaient un risque de 7%, et ceux qui étaient passés de 1000 à entre 100 et moins de 500, 13%. Donc vraiment un intérêt à surveiller l'alpha-fetoprotéine, qui a un facteur pronostic qui est important, et si on peut le faire baisser par des manœuvres de radiofréquence ou tout autre traitement chez des patients qui sont en attente de transplantation, on va sûrement augmenter l'espérance de vie. Mais Patrick, moi j'avais compris que AFP supérieur à 1000 en France, c'est une contre-indication à la transplantation. Oui. Donc, si tu veux, l'idée de ce travail, ce qui m'évoque, c'est que c'est des patients qui étaient tous un critère de bilan. C'est quand on a supérieur à 1000, on peut aujourd'hui, grâce à la qualité de nos radiologues interventionnels dans les malades en dehors de 1000 ans, essayer de réduire là et après de faire baisser l'alpha-féto de façon que le malade puisse être après remis éventuellement non pas remis, mais il n'a jamais été mis, mais éligible à une transplantation dans la mesure où de façon constante il a un taux d'AFP qui reste dans ses eaux, bas. Et d'ailleurs aussi, on le regarde plus maintenant au plan pronostic, même chez des malades traités en dehors de la transplantation, voire des malades en évolution spontanée. J'ai vu aujourd'hui une malade qui avait été définie comme âgée. Elle avait un CHC de 2 cm il y a 2 ans. Pour des raisons X, elle n'a rien eu, elle a 87 ans, ni radiofréquence, ni rien. Je l'ai vu 2 ans plus tard avec un CHC de 4 cm, alpha-féto négatif, et j'ai le sentiment que cette femme va avoir un temps de doublement très lent, une évolution très bonne sans aucun traitement, juste y compris avec ce temps de doublement que nous définissait le professeur Jean-Pierre Benamou comme étant extrêmement important à définir pour ces CHC, plus l'alpha-féto. Et l'alpha-féto, c'est probablement important, non seulement pour la greffe, mais au pronostic individuel d'un patient, dans une forme où l'alpha-féto commence à augmenter. Là, on peut être certain que les affaires sont un peu compliquées par rapport aux malades. Et je crois que ça a été montré aussi en parallèle à l'invasion vasculaire, à beaucoup de paramètres comme ça. Donc, au plan pronostic, probablement important et vraiment à considérer. Et aussi pour la greffe, parce que moi, j'ai récusé des malades dès que le taux d'AFP était supérieur à 1000. J'ai jamais envoyé ces malades à la transplantation. Et je pense que maintenant, j'aurais tendance à tout faire pour essayer de voir si un traitement radiologique est susceptible de pouvoir les faire repasser dans un retour en grâce de l'AFP. Et donc, quand malheureusement le patient est à un stade de traitement palliatif, on arrive, certains d'entre nous prescrivent du sorafenib, et donc il faut être prudent. Alors naturellement, là, c'est une étude asiatique. Pas que pour les effets secondaires. C'est une étude asiatique qui vient de Corée, donc des patients qui ont un CHC sur une hépatite B chronique. Et vous avez le risque de réactivation sous sorafenib qu'on va éventuellement oublier quand on est à une cirrhose, une cirrhose B avec un CHC. Et vous avez à gauche donc le taux de réactivation du virus de l'hépatite B. En bleu, vous avez les patients qui avaient un traitement
préemptif qui avait été mis en place. Et en rouge, vous avez les patients qui n'avaient pas de traitement du virus B. La réactivation était définie par une augmentation de 1 log de l'ADN du virus B. Donc vous voyez un taux de réactivation qui était important chez les patients qui sont sous régime. Donc ne pas oublier de démarrer un traitement de l'hépatite B chez ces patients qui avaient une cirrhose post-hépatique B avec un CHC sous sorafenib. Merci Patrick. Denis, un petit point sur le futur proche du traitement du carcinome hépatocellulaire. Oui, avec une étude qui était déjà publiée dans Lancet, mais dont les résultats à long terme ont été présentés. Et là, dans ce récapitulatif, de savoir qu'aujourd'hui, de façon en AMM, on a dans les formes non curables que l'on n'a pas pu guérir, soit par radiofréquence ou transplantation, le sorafenib dans les formes évoluées, transportables, c'est la molécule commercialisée, avec des effets secondaires non négligeables. Et moi, à environ 1 malade sur 2, je suis obligé soit de réduire les doses, soit d'arrêter le traitement. C'est quand même pas très bien toléré. Aujourd'hui, en relais, en deuxième ligne, le seul médicament qui a montré efficacité et qui est en cours d'obtenir son AMM en France, c'est le regorafenib en deuxième ligne, mais uniquement chez des malades qui ont bien toléré le sorafenib et qui ne sont pas intolérants au sorafenib, parce que les effets secondaires sont les mêmes. Il ne peut pas être utilisé chez ces malades qui ont échappé au sorafenib. Et alors, très prometteur pour le futur, on va voir après l'étude des résultats en attente d'une comparaison en première ligne du nivolumab dont on va parler versus sorafenib. Et pour les malades en progression, il y a effectivement le nivolumab qu'on va voir et un nouvel anti-PD-1 dont le nom est cité ici, pembrolizumab. Alors pour le médicament qui a le plus été, testé dans le CHC, c'est le nivolumab, qui a été utilisé ici, je rappelle un peu le principe, c'est une approche qui va bloquer le récepteur PD1 qui en fait ça va désactiver la cellule effectrice lymphocyte CD8 je crois, qui est inhibée par la tumeur et qui va se retrouver activée, donc attaquer la tumeur par la propre immunité du malade, et notamment cette immunité qui va être donc déréprimée grâce à cet anticorps anti-PD1. Donc là, c'était une série importante de malades avec CHC évolué qui soit été pré-traités par le sorafenib pour 182 d'entre eux, soit naïfs de sorafenib. Il y avait l'utilisation supposée avait été testée soit en dose d'augmentation progressive, soit en dose d'extension, et la dose qui a été retenue, c'est maintenant 3 mg par kilo toutes les 2 semaines. Et on voit là, dans la courbe de survie, ce qui est important, entre les malades déjà traités par le sorafenib et les malades naïfs de sorafenib, une médiane de survie pour les malades naïfs de sorafenib qui ont eu en première intention le nivolumab, 28 mois, soit une durée extrêmement double par rapport aux patients déjà traités par sorafenib, qui restent pour ces malades en CHC évolués, soit avec thrombose portable, sorafenib, des durées extrêmement correctes, avec des effets secondaires qui existent, mais qui ont été rapportés comme étant relativement limités. On a vu les effets hépatiques en pourcentage, souvent d'origine liée à une dérépression immunitaire, avec une action de la corticothérapie chez ces malades. Donc c'est annoncé comme quelque chose qui est relativement bien toléré avec des effets secondaires, en tout cas mieux que le sorafenib disponible actuellement. Et c'est donc à suivre complètement pour les essais maintenant qui vont se mettre en place, dont avoir les résultats en première ligne. Et je crois qu'on a réellement besoin aujourd'hui de molécules susceptibles d'être efficaces chez des malades en situation de CHC non curable, évolué, pour lequel on pourrait faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et eu égard à l'extension de ce produit à la fois dans le mélanome, dans le cancer du poumon, dans le cancer de la cancérologie, c'est la révolution actuelle. Une révolution. C'est la révolution. Je crois que et avec tous les effets secondaires nouveaux qu'on ne connaît pas.
qu'on découvre. Qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. On a vu avec le foie, là, justement. Mais j'ai cru comprendre, bon, il y aura des effets aussi intestinaux, des effets coliques, mais de la part de mes confrères pneumologues qui l'ont largement utilisé, globalement, il y a des effets secondaires, on en connaît les pourcentages, mais c'est relativement bien toléré. Globalement, relativement bien toléré. Une injection tous les 15 jours, donc relativement bien toléré. On termine sous le ciel de Nice. Voilà, et c'est un petit coucou un peu à Léa qui a pris sa photo, elle se reconnaîtra. C'est notre campagne qui va redémarrer le 15 novembre de cette année avec peut-être pas tout à fait ce temps, parce que c'était en mai de l'année dernière, mais on est très attaché à la fois à notre promenade, à la mer, à Nice. Et moi, je voulais vous laisser avec ce petit coucou et vous dire aussi que il est temps maintenant de stimuler le dépistage universel de l'hépatite C dans toutes les régions de France, parce que ces recommandations ne sont pas forcément connues de tous. Et qu'en fait, il faut diffuser les messages, se rapprocher des centres d'addictologie. Alors, c'est l'autre... Et penser à la population générale. La population générale. Pensez aussi, comme l'a montré aussi, aux accès aux soins. Patrick a travaillé dans les consultations d'anesthésie, réanimation. Il y a les services d'urgence, il y a tous les services hospitaliers. Je voulais dire, nous, hépatogastroentérologues, est-ce que l'on fait à nos malades, est-ce qu'on propose à nos malades non viraux un test si jamais ils n'ont jamais été? Je ne pense pas. Pas souvent. Donc, il faut une prise en charge une prise de conscience de toute la profession de l'éradication de cette maladie. Je crois que c'est atteignable, c'est un objectif que l'on peut parfaitement obtenir avec la qualité des médicaments que l'on a aujourd'hui. On a vu avec GP, avec les autres. C'est vraiment... L'hépatite C, ça restera dans l'histoire de la médecine. À condition de pas rater la fin chronique d'une fin annoncée. Bon, là maintenant, il faut mettre les moyens, il faut les répéter, il faut les multiplier, il faut et essayer de réfléchir, d'être complet dans toutes les phases, ne pas opposer le universel au ciblé, répéter les dépistages, puisque souvent les collègues addictologiques font une fois le test à l'entrée du malade en Oxapam, mais puis ils ne le refont plus. Donc ça, c'est tous les ans le test, et pareil, et se mettre aussi en association avec les malades, ceux qui s'occupent du VIH, parce qu'on a un combat commun. Le VIH aujourd'hui, c'est 6 000 nouveaux cas par an en France et ça baisse pas. Et en fait, c'est un dépistage des 3 virus. On n'est plus dans l'hépatite B, c'est l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Et je crois que c'est mon message de conclusion. Merci à tous les deux d'avoir travaillé vite au retour de Washington. C'est grâce à ça qu'on peut faire cette conférence rapidement. Si vous avez raté une partie de la conférence ou si vous avez des connaissances qui souhaitent la regarder, eh bien, elle sera disponible en replay rapidement sur le site du CREG, probablement en début de semaine prochaine. Je voulais vous rappeler le principe de nos webconférences qui va se poursuivre et qui, j'espère, sera au programme de l'EASL 2018 qui aura lieu à Paris. Pour à la fois les minutes pendant le congrès et la webconférence dans la suite. Merci au laboratoire AbbVie de nous avoir permis de réaliser cette conférence en toute liberté éditoriale. C'est quand même important de le rappeler et je pense que ça se voit. Comment ? Ben oui. On a toujours eu une liberté éditoriale complète et on peut les remercier parce que vraiment ça a été depuis le début, notre travail. Avec tous nos partenaires, c'est important de le signaler. Ouais. Je vous invite à nous rejoindre, tous ceux qui nous connaissent et les autres, au Forum des pathologies du vendredi 8 décembre prochain, ça vient vite, à Paris, pour de la FMC un peu tous azimuts, dans le même esprit que ces webconférences. Et si vous avez quelques secondes de patience, on vous serait reconnaissant de répondre au petit questionnaire en ligne qui va apparaître sur vos écrans, questionnaire de satisfaction, parce qu'on s'inspire toujours de ce type de réponse pour être au plus proche des attentes de formation. Merci à tous et à très bientôt. Patrick Denis. À bientôt. À bientôt. Merci Bertrand.